Information, Recherche, Rétinite pigmentaire organise ses 37e rencontres nationales ici à Montpellier pour la première fois. 8e conférence. Vassiliki Kalatsis, chercheuse INSERM, INM Montpellier. Des modèles rétiniens humains pour étudier la cécité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vicky Kalatsis, je suis directrice de recherche INSERM et je travaille à l'Institut de neurosciences de Montpellier où je dirige l'équipe Vision. Et cette équipe est dirigée en fort partenariat avec Dr Isabelle Meunier. Pareil, comme Serge Isabelle Odo, c'est pour reproduire ce schéma un chercheur avec un médecin. Je suis également cofondatrice d'une start-up qui s'appelle Horama, qui était développée en 2014, où on fait la thérapie génique pour les rétinopathies aussi. Mais aujourd'hui, je ne veux pas du tout vous parler de la clinique. Vous avez eu des très jolis exemples d'avancées en essais cliniques. Je vais vous ramener un petit peu à la recherche parce que, comme vous pouvez voir, derrière tous ces réussites, c'est toujours la recherche qui est là et qui fait avancer, qui ramène des nouvelles possibilités. Donc, je vais vous parler de ce qu'on fait au niveau de l'équipe. Effectivement, le souris apparaît pas sur l'écran. Bon, c'est dommage. Je vais vous parler de nos travaux qui utilisent effectivement des modèles humains de la rétine pour comprendre et pour développer des thérapies pour les maladies rétiniennes. Donc, le désavantage, ou peut-être c'est un avantage, je ne sais pas, d'arriver à un des derniers, c'est que vous avez déjà tout entendu. Mais j'espère que je vais pouvoir vous amener quelques trucs complémentaires. En tout cas, je vais être obligée de répéter un peu des choses que vous avez déjà entendues, mais peut-être ça aide aussi à renforcer le message. Donc, comme vous savez tous, la rétine tapisse le fond d'œil. Et quand on parle de dystrophie aux maladies rétiniennes, on parle d'une dégénérescence de l'épithélien pigmentaire et des photorécepteurs. Donc, comme Christelle Monville l'a très bien dit ce matin, c'est vraiment un couple, ces cellules. Donc, si un de ces couches meurt, l'autre va mourir. Ils sont interdépendants pour leur survie. Et quand on parle de dystrophie rétinienne héréditaire, on parle des maladies donc génétiques et il y a 270 gènes qui sont responsables de ces maladies, qui veut dire 270 maladies. Et pour essayer de simplifier un petit peu, on peut les diviser par rapport à le type de photorécepteur qui va dégénérer en première. Donc, quand on parle de dégénérescence des cônes, donc dans mon exemple ici c'est en vert, on perd de la vision centrale d'abord. Et quand on parle de dégénérescence des photorécepteurs, on a un perte de vision périphérique. Donc, comme vous pouvez imaginer, avec 270 gènes, chacun de ces maladies est vraiment unique. Leur pathophysiologie est unique. Et souvent, c'est difficile de les traiter tous, mais on essaie, il y a des possibilités. Et parfois, on a besoin de les traiter un par un. Donc, la façon que nous approchons la recherche sur les dystrophies rétiniennes, c'est effectivement de générer les cellules humaines. Donc, Christelle Monville a à peu près un peu touché sur ça ce matin. Peut-être la différence, c'est que là, nous, on parle vraiment du patient. En fait, on recrute via le centre de référence, donc via Isabelle, des patients qui sont des mutations dans des gènes qui nous intéressent à cibler. On prend un petit morceau de peau de ces patients, on le met en culture et on sort ces cellules de peau. Après, dans le laboratoire, on ajoute ces cellules-là un cocktail de facteurs qui sont vraiment bien connus pour dire à ces cellules, vous allez arrêter du peau. Donc, en fait, ils vont perdre tout ce qui le fait en cellules de peau. Ils vont revenir à ce qu'on appelle en cellules souches, c'est-à-dire ils vont revenir à un stade bébé où ils peuvent redécider qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur vie. Et nous, on va les aider à décider d'être des cellules rétiniennes. Et je suis désolée, j'ai un problème technique que je ne sais pas comment résoudre. Allez, ça y est, j'ai résolu. Et donc, une fois qu'on a ces cellules souches, on les différencie en épithélium pigmentaire, comme vous avez entendu ce matin, et en ce qui s'appelle des organoïdes rétiniennes. Donc, c'est des petites structures
structures trois-dimensionnelles qui vont avoir une couche de photorécepteurs cette fois-ci. Donc d'abord, je vais commencer par l'épithélium pigmentaire, mais je vais passer vraiment vite parce que vous avez vu un joli exemple avec Christelle ce matin. Avec Christelle. Donc d'abord, ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est l'épithélium pigmentaire, c'est un tissu fabuleux à générer. Parce qu'on n'a pas besoin de faire grand-chose, il arrive spontanément. Donc la façon que ça arrive, c'est les cellules souches, par contre, eux, ils sont très difficiles. Il faut qu'on prenne grand soin de eux, il faut qu'on les change souvent, il faut qu'on les amplifie souvent. Mais si on veut avoir l'épithélium pigmentaire, ce qu'on va faire, c'est négliger les cellules souches. Et quand on les néglige, ce qu'on voit apparaître dans les boîtes de culture spontanément sont des petites fossiles pigmentées. Donc ça, c'est le début de cet épithélium. Et ces fossiles, on va les découper, on va les dissocier, on va les amplifier en culture jusqu'au point où on va arriver à une monocouche de cellules qui tapissent toute la boîte. Et cette monocouche, c'est l'épithélium pigmentaire. Et en fait, l'épithélium pigmentaire est composé de plein de petites cellules très, très impactées et qui sont pigmentées. Et alors, si on prend une de ces cellules et on la coupe pour regarder comment elle est de plus près, ce qu'on voit, c'est déjà cet épithélium, dans nos boîtes de culture, il se tient debout. Et c'est pareil comme dans l'œil. Et sur sa tête, il a des petits cheveux, comme ça, et c'est des microvilli. Et tout en bas, dans sa ventre, si on veut, il en a le noyau, et c'est là où il y a tout le patrimoine génétique de la cellule. Et entre les deux, on a des petits sacs de pigments qui sont les mélanosomes, et c'est ça qui lui donne sa pigmentation. Et cet épithélium pigmentaire, il exprime des protéines spécifiques, vraiment dans les endroits de la cellule où il doit être. Donc, il met tout là où ça doit se faire. Et l'autre chose qui est vraiment magique, et je ne vais pas vous montrer ça aujourd'hui, c'est qu'il est complètement fonctionnel. Donc, Christelle, ce matin, vous a montré qu'il peut manger des bouts de photorécepteurs, ça c'est vrai, mais il peut faire plein d'autres choses. Il peut transporter l'eau, il peut sécréter des facteurs de croissance, il peut faire tout ce qu'il fait dans l'œil. Donc, c'est vraiment un modèle très, très puissant pour étudier des maladies rétiniennes dues à des mutations dans l'épithélium pigmentaire. Mais aujourd'hui, afin de vous montrer quelque chose un peu différent de ce que vous avez déjà vu, je vais plutôt me concentrer sur les organoïdes rétiniennes. Donc, comme je vous ai dit, ça, c'est des petites structures trois-dimensionnelles qui contiennent cette fois-ci les photorécepteurs. Alors, pour générer les organoïdes rétiniennes, on part un petit peu comme l'épithélium pigmentaire, mais c'est beaucoup moins facile. Par contre, on les pousse un petit peu et on les dit, vous allez quand même devenir des cellules neuronales. Donc, on les aide. Et ce qu'on voit, un peu comme l'épithélium pigmentaire, au bout d'un mois, on voit dans les boîtes des petites structures qui ressemblent à des donuts. Elles sont rondes avec un trou au milieu. Et parfois, elles sont entourées par une plage d'épithélium pigmentaire donc qui est marron, qui nous aide à les identifier. On les découpe et on les met en culture flottant. Et ce qu'on voit, c'est au bout d'à peu près 3 mois, ils changent un petit peu ces petites structures trois-dimensionnelles et on voit apparaître au bord toute une lamination. On appelle tout un bordure. Et à l'extérieur, on voit le début de quelque chose, pardon, je suis partie en anglais, réfringent. Et après, on les laisse maturer. Donc, les cultures sont longues. On les laisse pour 7 mois. Donc, c'est très long, c'est très stressant parce qu'on veut que rien ne se passe mal entre ce temps parce qu'après, on doit repartir au zéro. Donc, ce qu'on voit, c'est au bout de ces 7 mois, on a des structures vraiment matures et très spécifiques. Donc, au bord, on voit une lamination, on appelle ça, qui ici où je ne peux pas pointer, il est le bordure blanc. Ensuite, on voit quelque chose de noir, c'est une membrane qui est présente dans la rétine, c'est la membrane miton externe, ça s'appelle, c'est pas vraiment important. Et à l'extérieur, on voit un bordure en brosse, et ces bordures en brosse sont les segments externes. Donc, on peut après couper encore ces organoïdes et les colorer pour voir des protéines spécifiques. Et quand on fait ça, on voit très très clairement ce bordure
on peut marquer tous les noyaux des photorécepteurs en bleu et on peut marquer le reste de la photorécepteur en rouge et on voit qu'on dépasse vraiment les noyaux. Ce bordure en brosse qu'on voit, c'est tous les segments externes, c'est-à-dire là où ils interagissent avec la lumière. Mais ce que je trouve vraiment magique avec ces structures, c'est que si on colore spécifiquement pour les protéines qui sont exprimées dans les cônes, on les trouve. Dans mon exemple ici, on a des petits cônes en vert, mais il n'y a pas beaucoup. Et quand on marque avec si on colore les protéines des bâtonnets, ici en vert et en rouge, on voit qu'on en a partout, dans toute la couche. Et en fait, ceci reproduit ce qu'on trouve dans l'œil humain, où on en a beaucoup plus de bâtonnets. 95% des photorécepteurs sont des bâtonnets et que 50% sont des cônes. Donc, vous pouvez imaginer que ces modèles sont vraiment quelque chose de révolutionnaire, parce que on reproduit la rétine dans une boîte de culture. Donc, un des projets de nos centres d'intérêt, c'est d'étudier la physiopathologie des maladies. Et pour cela, on va soit générer de l'épithélium pigmentaire, dépendant des gènes qui nous intéressent, soit des organoïdes, ou dans quelques cas, on fait les deux, parce qu'il y a des gènes qui sont exprimés dans les deux tissus. Et donc, les questions qu'on se pose beaucoup, c'est comment est-ce que les mutations dans ces gènes donnent ces signes cliniques qu'on voit chez les patients. Et d'autres sujets de recherche qui nous tiennent à cœur, c'est comment des mutations dans le même gène peuvent parfois donner des maladies qui sont complètement distinctes. Par exemple, une mutation dans un gène peut donner un perte de vision centrale et une différente mutation dans le même gène peut donner un perte de vision périphérique. Et l'autre chose qu'on fait, c'est qu'on utilise ces modèles. Ce que j'avais marqué et je n'ai pas dit, c'est que c'est important toutes ces études physiopathologiques parce que le mieux qu'on peut comprendre des maladies, le mieux qu'on peut les traiter par la suite. Et donc ces modèles sont également donc très utiles pour développer des traitements et des traitements spécifiques. Et de cette façon, nous pouvons valider l'efficacité de ces traitements dans les cellules rétiniennes qui sont vraiment atteintes et pas extrapoler de d'autres types cellulaires ou de d'autres espèces. Donc, les thérapies qui nous intéressent particulièrement, comme j'ai dit, c'est la thérapie génique. Alors, la thérapie génique, maintenant, ça englobe beaucoup de choses. Il y a l'optogénétique, par exemple, mais moi, je parle de le remplacement génique. Ça veut dire quand on veut remettre le gène qui est muté, on veut remettre une copie saine dans la cellule. Et je pense, après tous les topos, vous le savez, mais je vais le redire au cas où, c'est quand on veut mettre un gène dans une cellule, on a besoin d'un véhicule. Et ce véhicule, comme Denise l'a dit ce matin, c'est souvent dérivé d'un virus. Pour les maladies rétiniennes, c'est souvent dérivé d'un virus qui s'appelle un adénovirus associé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève tout de ce virus qui peut nous rendre malades, toute l'ADN du virus, et à la place, on met l'ADN qui nous intéresse, nous. Et de cette façon, le virus qui maintenant s'appelle un vecteur, il garde sa capacité de rentrer dans les cellules, qui s'est fait très bien, et après, il va amener son ADN, comme d'habitude, au noyau pour que ça s'exprime, mais cette fois-ci, il va déposer l'ADN qui nous intéresse, nous. Alors, l'intérêt de le remplacement génique, c'est qu'on peut cibler, en tout cas pour des maladies récessives, c'est-à-dire qu'on en a deux copies du gène qui sont mutées ou absentes, il peut cibler toute maladie. Donc, pour une maladie, on peut utiliser le remplacement génique pour traiter tous les patients. Mais il a des limitations quand même. Et une des limitations actuelles de le remplacement génique, c'est le véhicule qu'on utilise parce qu'il est petit. Donc, on ne peut que mettre des gènes de petite taille. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un grand gène? Donc, c'est un peu comme mettre un éléphant dans un décapotable. Ça ne marche pas. Donc, là, il faut vraiment qu'on a une autre possibilité. Et donc, les cellules souches pluripotentes induites, c'était une révolution de les derniers 10 ans, mais il y a une deuxième révolution qui était mentionnée ce matin, mais pas détaillée, et ça, c'est l'édition génomique.
Alors, l'édition génomique ou l'édition génique, il s'agit, cette fois-ci, au lieu de ramener de l'ADN dans les cellules, on va y aller dans les cellules de patient et vraiment toucher son ADN. Et ça, ce qu'on peut envisager, c'est presque comme si son ADN a une faute d'orthographe. Donc, on va venir, on va effacer le faute d'orthographe et on va réécrire correctement le séquence génique. Et de cette façon, son gène va marcher et il va pouvoir restaurer en fonction correcte à la cellule. Et je vais donc vous parler d'un très joli exemple qu'on a fait en utilisant l'édition génique pour un grand gène qui ne peut pas être traité par remplacement génique. Et le gène dont je vais vous parler, ça s'appelle UH2A. Donc ce gène est 4 fois plus grand que la capacité d'un AAV. Mais par contre, c'est important de le traiter parce que des mutations dans ce gène sont les plus fréquentes causes de rétinite pigmentaire. Il a un avantage, c'est un gène très challengeant, il a beaucoup de défis à cause de sa taille, mais il a un petit avantage qui est, il y a des mutations qu'on appelle récurrentes. Ça veut dire qu'il y a des patients qui ont les mêmes mutations. Et ces mutations sont donc situées dans un endroit précis du gène. Du coup, on peut quand même envisager d'avoir un produit thérapeutique pour traiter un grand nombre de patients. Donc, nous avons pris des cellules de patients avec des mutations dans le gène UH2A. On a pris le pot, on a sorti les cellules de pot et on les a rendues, on les a reprogrammées en cellules souches pluripotentes induites. Ensuite, on a introduit le système d'édition génique qui s'appelle CRISPR-Cas. En fait, c'est un système, on peut imaginer ça comme des ciseaux moléculaires où il va venir à l'endroit où on veut dans la cellule, il va couper l'ADN et nous, on va après faire la réparation tout dans la cellule. À ce système, on lui ajoute un petit drapeau vert. Et comme ça, on pourra sélectionner les cellules souches qui ont pris le système, qui l'ont bien intégré. Ensuite, on peut séparer toutes les cellules qui ont le petit drapeau vert, un par un, et on peut les faire grandir, amplifier. Ensuite, on peut les tester tous, et on peut choisir ceux-là qui ont vraiment été bien corrigés au niveau d'une mutation. Et une fois qu'on a identifié ces cellules souches, on peut les différencier en organoïdes. Donc, je vais vous montrer des organoïdes de patients. Je vais vous décrire qu'est-ce qui se passe dans ces organoïdes. Donc, comparé à des organoïdes contrôle, c'est-à-dire sans mutation dans le même gène. Donc, à 150 jours, donc là, on n'est pas encore très mature dans nos cultures d'organoïdes, mais on a quand même ce bordure de photorécepteurs qui sont bien là, ils sont bien formés. Et on voit dans les cellules sauvages qu'on retrouve ce bordure, cet épaississement au bord de l'organoïde et on peut le colorer avec des marqueurs, avec des protéines exprimées dans les photorécepteurs. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les organoïdes du patient? Et on voit en fait que c'est vraiment différent. On ne retrouve plus cette structure rétinienne au bord. Donc il y a un retard dans le développement de cette structure. Par contre, si on prend les mêmes cellules de patients qu'on a corrigées par édition génique et on les différencie en organoïdes, là, on retrouve à nouveau le bordure de photorécepteurs. Donc, on a confirmé ça dans les organoïdes plus âgés. Donc, comme je vous ai dit, au cours du temps, les organoïdes ils maturent pendant qu'on les laisse en culture. Et on peut, comme il forme les segments externes, il devient de plus en plus long. Et on peut colorer chaque partie du photorécepteur et l'identifier. Donc, par exemple, en bleu, on peut mettre les noyaux. En vert, on peut mettre ce qui s'appelle les segments internes. C'est un peu l'usine métabolique de la photorécepteur. Et en rouge, on peut avoir les segments externes. Donc, on voit dans les cellules contrôle, des organoïdes contrôle, sans mutation, qu'on les distingue ces 3 couches des photorécepteurs. Cependant, dans les cellules de patients, au lieu d'avoir 3 couches, maintenant on a une couche qui est presque jaune, parce qu'en fait, tout est au même endroit. Les photorécepteurs n'ont pas réussi à s'étirer et à faire le segment externe et interne.
Et par contre, dans les cellules de patient corrigées, à nouveau, on retrouve le bleu, vert, rouge, les 3 couches des photorécepteurs. Et enfin, on peut regarder aussi spécifiquement des segments externes, donc là où tout se passe dans le photorécepteur. Et on peut les colorer en bleu et rouge, et on les retrouve joliment dans les organoïdes contrôle. Quand on a des organoïdes de patient, on trouve à peine ces signaux. Donc on n'a vraiment pas les segments externes. Par contre, dans les patients, les cellules de patients les mêmes, mais corrigées, on retrouve à nouveau des photorécepteurs. Et on peut étudier ça vraiment à l'autre structure, si on veut, à nouveau, coupant le photorécepteur et regardant qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Et on voit vraiment très bien que c'est sur la gauche, on a des cellules de patients et on voit que rien n'est très long. On aperçoit quelque chose noir au bord. Ça, c'est le membrane limitant externe, c'est une barrière. Et on voit au-delà de cette barrière, dans les cellules de patients, on n'a pas grand-chose. Par contre, dans les cellules qui sont corrigées, on retrouve des projections et ces projections sont les segments internes et les segments externes. Donc, en utilisant ces modèles, oui, on peut valider en thérapie, on l'a fait, mais on peut aussi dire, OK, on sait que ce défaut qu'on voit est vraiment dû au gène, parce que quand on enlève l'erreur d'orthographe, dans les mêmes cellules, on ne le retrouve plus. Donc, ça nous aide aussi à vraiment bien différencier qu'elle est due à des mutations dans les gènes. Donc, on a une approche pour nous qu'on appelle une approche patient au patient, parce qu'on part de patients avec des mutations dans des gènes spécifiques, on fait des cellules souches à partir de leurs cellules de peau, on génère l'épithélium pigmentaire ou les organoïdes rétiniennes ou les deux, et ensuite on utilise ces modèles pour comprendre la maladie, mais aussi pour développer des traitements qu'après on aimerait pouvoir revenir aux patients pour les traiter. Et pourquoi est-ce que c'est important? Vous devez vous dire, mais vous faites tous quelque chose un peu différent. Pourquoi? Mais au stade où on est aujourd'hui, on ne sait jamais qu'est-ce qui va être la meilleure approche. Et donc, il faut vraiment, et c'est ça qui est fabuleux avec la recherche, c'est on peut vraiment se laisser aller et essayer tout. Et vraiment, on peut voir, les essais cliniques nous aident à voir qu'est-ce qui va être mieux, qu'est-ce qui peut être amélioré, où est-ce que notre approche va être bien. Et donc, comme c'était dit, je crois, par Christelle, la thérapie génique, c'est quelque chose qui marche quand on a des cellules dans la rétine qui ne sont pas en dégénérescence, qui sont là, mais ne sont pas fonctionnelles. Là, on peut remettre des choses pour les faire marcher. Alors, quand ces cellules commencent à dégénérer, ce n'est pas la peine qu'on mette des choses dedans et ils ne vont pas remarcher. Et là, il faut vraiment les remplacer. Et ça, c'est le travail de, par exemple, Christelle, avec ces essais de transplantation de l'épithélium pigmentaire. Là, il faut vraiment remplacer les cellules. Après, on a aussi des patients qui sont plus avancés. Et là, il y a plusieurs couches qui sont dégénérées. Donc, les deux, la thérapie génique et cellulaire, sont peut-être pas optimales. Et là, on fait appel plutôt, par exemple, à l'optogénétique ou aux prothèses. Mais on a toujours des patients de différents stades. Donc, il faut vraiment développer des maladies pour tous les patients. Et bien sûr, notre travail, à nous en tout cas, c'est de pouvoir, on espère un jour, pouvoir identifier les enfants malades rapidement, pouvoir avoir les thérapies ciblées qui marchent, traiter les enfants très jeunes pour qu'ils grandissent sans perte de vision significative. Donc, je vais finir en remerciant les membres de mon groupe au sein de l'équipe Vision qui ont effectué ou qui travaillent sur ces projets que je vous ai montrés. J'aimerais aussi remercier les autres membres de l'équipe avec qui je travaille vraiment très proche. Donc, il y a dans l'équipe Isabelle et il y a également Françoise Roux qui s'occupe de tout ce qui est génétique moléculaire pour les rétinopathies pigmentaires ou les rétinites pigmentaires en France. Donc, dans l'équipe, on regroupe la partie clinique, la partie diagnostic et la recherche. Je veux remercier aussi Olivier Goureux de l'Institut de la Vision qui nous a aidé à faire nos premiers pas dans le monde merveilleux des organoïdes. Et je veux remercier nos financeurs, en particulier les associations. Et
il y en a beaucoup que j'aimerais remercier, et surtout les RRP, parce que vous êtes vraiment un partenaire indispensable dans notre recherche. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous aidez à arriver où on est aujourd'hui. Et enfin, je veux remercier tous les patients et leurs familles parce qu'ils nous témoignent beaucoup de confiance en nous, en venant, confiant nos cellules de peau, en ne sachant pas toujours qu'est-ce qui se passe après. Donc, je les remercie aussi pour leur participation. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions qui restent après cette journée, je peux répondre. Oui. Alors, ça fonctionne? Oui. C'est même pas une question. Je crois que... Merci Vicky de nous avoir décrit ces merveilleux tableaux. J'ai une idée, je crois qu'au prochain congrès, on va faire venir des peintres. Parce que j'ai l'impression que là, il y aurait eu du Van Gogh ou du... comment il s'appelle là, celui de la Côte d'Azur. Il nous aurait décrit des magnifiques tableaux, parce que c'est ce que vous avez fait aujourd'hui, là, ce soir, Vicky. Même si, bon, on attend les résultats de recherche, mais en tout cas, la description de ces belles présentations nous a permis de visualiser de beaux tableaux de peinture. Merci. Je ne me lasse jamais aller voir non plus. Oui. Merci. J'avais une question, même voire deux. La première, c'est si donc c'est des jolis modèles de rétine, ces organoïdes. Si on veut étudier par exemple la thérapie qui a été présentée tout à l'heure par la société Sparing, eh bien, il faut trouver une rétine dans laquelle la situation on se trouve avec des cônes dormants, c'est-à-dire une situation qui normalement se produit à des temps longs. Comment on fait pour vieillir la rétine, enfin accélérer son métabolisme pour qu'elle se trouve plus rapidement dans cette situation-là? Il y a peut-être des possibilités, par exemple, de les stresser. On a des cellules de patients pour une maladie particulière où on est intéressé dans le stress oxydatif, par exemple, qui peut induire une dégénérescence. Et donc, on va regarder à stresser ces organoïdes, à les exposer à la lumière pour les mettre dans un cas peut-être de dégénérescence avancée. Et là, on peut essayer d'autres types de traitements. Donc, vous allez en fait entendre ça un petit peu dans la prochaine présentation, si ça marche le film. Le stress SOC, du coup, il ne sera pas spécifique, par exemple, aux bâtonnets, ça sera de manière générale. Ça dépend. Comme j'ai dit, le projet auquel j'ai en tête, c'est un gène spécifique et c'est un gène qui touche les bâtonnets et les cônes. Donc, je dirais que ça dépend... effectivement, je le dis, nous, on ne parle pas de cellules... Comme on a dit ça à Denise, mutations agnostiques. Nous, on parle des mutations spécifiques, des gènes spécifiques. Donc, on va du coup savoir si c'est les bâtonnets qu'on veut toucher, les cônes qu'on veut toucher, et on va agir en fonction. L'autre question, c'est lié à est-ce qu'il est pertinent de prendre en compte la variabilité, parce qu'il y a le gène en question que vous ciblez, mais les autres gènes, indirectement, contribuent à une modulation de l'expression de ces gènes et même du résultat final. Est-ce que ça joue un rôle important? Et si oui, est-ce que c'est pris en compte avec différents modèles de rétine issus de différents patients avec le même gène? Oui, excellente question. Et c'est tout un débat dans le monde de recherche actuellement. Donc oui, on pense que la background génétique, tout le patrimoine génétique de le patient dans son noyau va influencer la maladie pour lui. Et c'est ça qui est... Donc, il y a plusieurs choses que j'aimerais dire, donc j'espère que je vais pouvoir les sortir tous dans le bon ordre. C'est intéressant de prendre les cellules de patient parce qu'on va voir exactement qu'est-ce qui se passe dans ces cellules par rapport à sa maladie. On prend aussi plusieurs patients, comme ça on compare entre eux. Mais effectivement, parfois, en plus avec la variabilité des cultures, on peut avoir des variations qui vont peut-être parfois ne pas nous donner une réponse très claire. Et c'est là où l'outil d'édition génique a toute son importance. Parce qu'en venant
corriger dans les mêmes cellules, là on exclut tout ce qui peut être autre gène et on regarde vraiment ce même gène. On compare les cellules de patient, donc c'est le même patrimoine génétique, mais on regarde juste au niveau de ce gène. L'autre possibilité, c'est quelque chose qu'on fait maintenant pour d'autres maladies. On a commencé à, au lieu de prendre les cellules de patient cette fois-ci, on va prendre nos cellules souches contrôle, qu'on connaît très bien, et utilisant le même système du ciseau moléculaire, on va introduire la mutation qui nous intéresse. Donc on va aller, par exemple, si on veut prendre UH2A, on va rentrer dans les contrôles et muter UH2A. On peut même mettre la mutation spécifique qui nous intéresse. Et là, pareil, on génère un background identique et on regarde là, si on perturbe que ce gène, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est une autre façon de faire. D'accord, d'accord. Très bien, merci. Je vous en prie. Oui, une question qui n'est peut-être pas directement ciblée sur la présentation, mais plus générale. Est-ce qu'on a déjà envisagé d'utiliser un ARN messager pour faire synthétiser à la cellule un gène correcteur? Alors, oui, on utilise les ARN, on les utilise en clinique. On les utilise un petit peu différemment. Alors, je vais essayer d'expliquer ça simplement. C'est parfois, il y a des mutations qui font ce qu'on appelle... Ok, je reviens un peu pour expliquer mieux. On en a l'ADN dans la cellule, on produit après l'ARN. L'ARN, on enlève tout ce qu'on peut pas, la cellule ne peut pas lire. Donc, en fait, c'est comme des chapitres de livres. On enlève toutes les pages qui ne veulent dire rien et on colle ensemble les parties qui veulent dire quelque chose. Et c'est là où la cellule peut venir et lire. Et c'est là où elle va faire sa protéine pour avoir une fonction. Il y a des mutations qui s'appellent des mutations épissages où ils vont créer un problème au niveau de l'ARN déjà de la cellule. Et ils vont faire que quand on enlève les pages où il n'y a rien écrit, ils vont en laisser. Et donc, on va avoir un chapitre qu'on peut lire, quelque chose qu'on ne peut pas lire, et les chapitres qu'on peut lire. Donc, on peut utiliser les ARN, on les utilise, il y a des essais cliniques, où on vient, on les injecte dans l'œil. Quand l'ARN est produit de ces gènes, ils vont venir masquer la mutation. Et donc, la cellule ne va pas le voir. Et donc, elle va déchirer ce page qui ne veut rien dire et elle va coller ensemble les pages qui sont correctes. Et c'est une façon, ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. On l'utilise maintenant en clinique pour au moins 2 gènes, des grands gènes. Il y a un exemple pour UH2A d'ailleurs. Et c'est intéressant parce qu'on ne va pas toucher l'ADN du tout. On va juste injecter l'ARN. Peut-être l'inconvénient, c'est l'ARN, c'est quelque chose qui n'est pas pérenne dans la cellule. Je dis ça aussi pour tous les gens qui ont peur de vaccins ARN. Et ça va partir, la cellule va la dégrader. Et en fait, il faut donc réinjecter. On voit qu'ils ont une assez longue durée de vie quand même, mais il va falloir réinjecter les patients. Bonjour. Ah. Il y a une dernière question, peut-être Ariel, la dame essaye depuis tout à l'heure désespérément. Et c'est le dernier. Oui, merci. La thérapie génique en utilisant CRISPR-Cas9, c'est quelque chose à laquelle on pense avec une injection directe intraoculaire, bien sûr, mais se pose la question des off-target. Voilà, je pense que je vous laisserai expliquer. Et aussi, quel est le pourcentage de cellules qui va vraiment intégrer le construit? C'est ces 2 questions, si on a des données pour l'instant. Oui, alors, je vais parler de nos exemples déjà. Je vous ai présenté un exemple, mais on a traité une autre maladie comme ça aussi. Dans les 2 cas, on a utilisé un système qui est hautement spécifique. Donc, la dame a mentionné des off-target. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que parfois, peut-être dans la cellule, le CRISPR-Cas va aller pas là où on veut que ça aille, mais il va aller ailleurs, couper autre chose, peut-être un autre gène, et faire d'autres dégâts. Dans les exemples que j'ai présentés ou dans nos projets, on utilise un Cas9, c'est ça les ciseaux, qui est vraiment très, très hautement efficace.
Et on a vu, parce qu'après qu'on génère les cellules corrigées, on vérifie tous les gènes pour voir s'il y a un problème. Et il n'y en a jamais eu, on n'a jamais eu d'off-target. Donc, il est vraiment spécifique, assez spécifique pour lesquels il y a déjà un essai clinique actuellement en cours pour le gène 7290, où il utilise le CRISPR-Cas dans le patient. Par rapport à l'efficacité, nous, on a vu parmi les cellules qu'on a traitées, on avait la correction pour les 2 projets, à peu près 80% des cellules qui ont survécu après qu'on a trié. Donc, il a vraiment marché très, très bien. Après ça, il faut le traduire dans l'œil. Je pense que le premier essai clinique va nous permettre à peut-être répondre à ça aussi. Merci.